Un bel exemple du patrimoine rural aux Trois-Moutiers. Jean-Michel Piquet, vous semblez tout petit. C'est pas le Moulin Rouge, Non, mais ses ailes sont très impressionnantes. On est aux Trois-Moutiers, on est à l'entrée des Trois-Moutiers en fait, hein, Philippe Fradet. On est juste à l'entrée des Trois-Moutiers, oui. Et alors, qu'est-ce qu'on voit face à nous? Un magnifique moulin. Moi, j'ai l'impression qu'il n'a pas bougé. Il est dans son l'état exactement dans lequel il a été construit en quoi, 1820, quelque chose comme ça. Oui, voilà. Donc il y a eu quand même quelques rénovations sur les extérieurs, mais on voit un moulin de type un moulin tour, ce qu'on appelle un moulin tour. Il y a des moulins caviers aussi, beaucoup en Anjou et quelques-uns sur l'Oudin, mais celui-ci c'est un moulin tour avec 2 étages. Les meules qui sont au milieu et puis un système pour les mettre en mouvement qui sont ces ailes magnifiques. Elles ont une particularité, il n'y a pas de tissu. Alors je pense que peut-être à l'origine il y avait un système avec du tissu, mais qu'ensuite ce système-là a été adopté, c'est-à-dire des planches qui avec une rotation se déplient et du coup on règle la largeur des ailes en fonction de la force du vent. D'accord, donc une pale là ça fait combien? Ça fait peut-être 5-6 mètres, non, facilement? Ah oui, parce que oui, voilà, on compte à peu près 1 mètre là par ce nombre de pales, 5-6 mètres. C'est ça, donc on est à une douzaine de mètres presque au 15 total mètres sur l'envergure. Ouais, c'est assez impressionnant. Là on est vraiment au pied, hein, on est tout petit. Alors ça vaut le coup d'œil, rien que pour ce système sur les ailes, ça vaut le coup d'œil, il faut venir voir ça. Voilà. Et il y a aussi surtout le système de toiture pivotante pour mettre les ailes dans la direction du vent. C'est ça, c'est que tout ça, ça se traduit par cette espèce de grand tronc là qu'on a derrière. Comment on appelle cette partie? C'est une poutre en bois, hein, mais que l'on tourne là en fonction du vent. C'est-à-dire que là, si on la prenait, faudrait un petit peu plus de force. Faudrait qu'on trouve un bourricot ou quelque chose comme ça, ou un baudet du Poitou, tiens, pour nous aider. Voilà. Je pense que c'est ce qui se faisait, oui, avec un âne ou un autre animal, tourner cette poutre qui est assez lourde, oui. Donc effectivement, on a la petite girouette en haut du moulin qui nous donne le sens du vent. Donc en fait, le meunier équipait son baudet du Poitou à cette poutre, et il suffisait donc, d'orienter, de le mettre dans la bonne direction et puis voilà, de le faire tourner. Et puis aussi pour définir la vitesse, parce qu'il fallait pas qu'il tourne trop vite. Il faut qu'il soit à la bonne vitesse. Donc le meunier, je crois qu'il n'avait pas besoin non plus de sa petite girouette. Il arrivait en fonction du vent à sentir le vent. Puis je crois que là, vous le sentez, on sent ici déjà le vent. Il doit souvent venir de la même direction. Donc voilà, d'où la situation ici. Et donc un moulin au pied de son champ de blé. Oui. Donc vous avez gardé finalement ce patrimoine-là, c'est très joli à voir. C'est à découvrir comment avec l'Office de tourisme des Trois-Moutiers? Eh ben là, il y a des travaux qui ont été réalisés dans le moulin par la commune et donc maintenant il est accessible à la visite. L'Office de tourisme, c'est-à-dire que vous le faites tourner encore? On peut maintenant le refaire tourner. Oui, il tourne et ça, je peux vous dire aussi que c'est impressionnant quand les ailes tournent. Là, c'est magnifique. Ouais. Donc l'Office de tourisme est à côté. Voilà, il suffit de vous contacter le vendredi et le samedi à 16h avec une personne qui est en charge du patrimoine ici par une guide de pays de l'Office de tourisme. Direction maintenant un chemin de randonnée pédestre pour découvrir des dolmens. Allez, on retrouve Jean-Michel Piquet et son guide ce matin. Ils sont sur les traces des Gaulois. Nous sommes aux Trois-Moutiers dans la Vienne. Si vous aviez, Philippe Fradet, à choisir entre Obélix, Astérix ou Assurance Touriste, vous prendriez quel personnage? Là, en loup du nez, il faudrait qu'on prenne Obélix, même 2, parce qu'il y en a quelques-uns des dolmens sur le territoire. Et puis des beaux spécimens. D'ailleurs, il y en a un qui est sur le canton des Trois-Moutiers, mais qui est sur la commune de Bourdan, qu'on appelle le domaine de Pierrefolle, qui est ce qu'on appelle une allée, là, donc qui est un énorme domaine, qui est dans les plus grands de la région, là. Alors là, on a 2 dolmens qui sont assez beaux ici. Et puis, on est donc sur un territoire avec près des Deux-Sèvres, là, cette région Nord-Vienne et puis Nord-de-Sèvres, nord du Poitou-Charentes, quoi. On aurait des domaines qui ressembleraient à ceux de la Bretagne. D'accord. Donc il y a un travail qui est fait en ce moment avec Vincent Aguillon, qui est l'animateur patrimoine de la communauté de communes, sur le mégalithisme. Oui. Et il y a des études qui ont prouvé qui sont en cours de confirmation, mais on aurait des spécimens qui ressemblent à ceux de la Bretagne. Bon, alors un dolmen, ça date de quelle époque? C'est du néolithique, donc on est à peu près à 5000 ans avant Jésus-Christ. Hein, voilà. Ça servait à quoi? Donc ça servait, c'était des bâtiments, en tout cas des constructions funéraires, où on enterrait des morts sous ces dolmens-là. Il y avait ce qu'il faut penser, parce que nous on voit plus que la pierre, mais il y avait tout un monticule de terre, ce qu'on appelait les tumulus, au-dessus de ces avec une porte d'entrée. Alors c'est très impressionnant là, parce que on s'approche. Alors il faut dire aussi, Philippe, que ça fait partie d'un chemin de randonnée autour des dolmens. Il suffit d'aller à l'Office de tourisme des Trois-Moutiers, de demander ce chemin de randonnée pour pouvoir les découvrir. Mais là on tourne autour.
C'est très impressionnant parce que ça veut dire que des hommes donc ont su lever des pierres de ce poids-là, de cette taille-là, pour les surélever de combien, 2-3 mètres facilement. Oui, et puis je voudrais pas estimer le poids mais je sais que sur un dernier que j'ai vu, on m'a dit qu'une pierre, par exemple, comme celle du dessus, pouvait peser jusqu'à 30 tonnes. Donc on imagine comment on a pu grimper des monticules de pierre comme ça, puis des dalles comme ça. Mais alors avec des systèmes et beaucoup de bras, je pense, et de roulement sur des morceaux de bois. Et enfin bon, beaucoup de patience. Oui. Donc voilà, je crois que c'est impressionnant d'avoir ça sur ce territoire-là et sur ce réseau de sentiers, vous l'avez dit. Et plus on avance sur le territoire, plus on fouille et plus on en trouve finalement. Donc voilà, on est en train de travailler sur ce sujet-là. On valorise ce patrimoine-là comme on a valorisé aussi sur le territoire, en parcourant les sentiers, on le voit aussi, des sources. Voilà. Effectivement. D'ailleurs, on avait fait une série de reportages sur les sources. Il suffit de taper francebleu.fr Grand Air Pays Loudunais. Et là, on aura donc effectivement ces visites de sources à la radio, si j'ose dire. Très très bien. Le Pays Loudunais, c'est également une terre de vignobles. Et c'est cela maintenant que nous allons découvrir dans les environs des Trois-Moutiers. Et oui, demain, balade sur les chemins des vignobles de Trois-Moutiers. Nous sommes dans le nord de la Vienne, donc dans ce village des Trois-Moutiers. L'histoire de la commune est très liée à l'extraction du tuffeau. Encore une très belle carte postale que vous nous proposez ce matin, Jean-Michel Piquet. Nous allons à présent découvrir la route des vignobles, la route des vins, Philippe Fradet. Oui, c'est ça, la route locale des vins, de visite touristique des vignobles. Ouais, alors là, on est sur le lieu-dit qui s'appelle Montbriet. On est dans un lieu assez magnifique. Alors effectivement, on retrouve un petit pied de vigne. On retrouve aussi, alors ça c'est très joli, une grappe de raisin sculptée. Sculptée dans le tuffeau. On est dans un endroit assez fantastique. Assez fantastique et caractéristique de ce qu'on pouvait faire avec le tuffeau à l'époque. C'est-à-dire, là, on est dans une enclave où il y a eu de l'extraction dans des carrières de tuffeau. Ouais. Donc, les gens prélevaient le tuffeau directement dans la roche, creusaient pour faire des galeries, des constructions en fait. ensuite, faire les maisons qui sont en tuffeau tout autour. Ouais. Et toutes ces galeries qui ont ensuite été creusées pour faire ces constructions, et bien, été utilisées pour la culture du champignon ou maintenant le stockage du vin. Mais surtout, la caractéristique et ce qu'on remarque dans ce petit lieu-dit de Montbriet, c'est que c'était ce qu'on appelle des habitations troglodytiques. Ils servaient de lieu d'habitation à l'époque. En Loudunais et particulièrement ce secteur, ils vivaient en majorité sous terre. Bon, je fais un peu mon Indiana Jones, j'explore un tout petit peu. C'est-à-dire que là, je rentre dans une ancienne peut-être habitation. Ouais, oui, tout à fait. Ah ben. Et les petits pigeons. Oh, on va les réveiller là, les pigeons. Qu'est-ce qu'on voit là en fait? Ce sont des fagots de sarment de vigne, oui. Ah oui, donc oui, en fait c'est resté là, ça n'a pas bougé ça. Oui, puis pour allumer les cheminées, ils servaient du sarment pour mettre le feu, et puis après, d'ailleurs ici... Ouais, il y a un côté de temps figé. Hein. Ah oui, tout à fait. Normalement, il y avait aussi une cheminée, alors elle est là, pour aérer les lieux. C'est un trou d'aération. Trou d'aération, donc c'était ouvert, et donc l'humidité qui se dégageait de la roche pouvait ressortir par ce trou. Voilà. Et cette vieille machine aussi qui est devant nous et qu'on pourrait décrire, mais enfin là, je pense que c'est une machine qui s'appelle Nectar. Oui, alors ça doit être la marque, mais c'était pour faire le vin ou écraser le vin là dans cette. Voilà, mais qui est resté dans son jus là aussi depuis des années et des années. Ouais. En fait, les habitants des Troglos, enfin les Troglos, parce qu'on les appelle comme ça, les habitants des Troglos, ils ont quitté les lieux quand à peu près? Il y en a encore qui habitent. Je crois qu'il y en a encore un habitant dans ce quartier de Montbriet là. D'accord. Mais il n'y en a plus beaucoup, mais il y en a encore. Mais ce qu'on remarque ici aussi, c'est qu'après se sont greffées des habitations semi-troglodytiques, c'est-à-dire qu'elles collaient à la roche, mais elles ont été construites, donc comme on peut le voir ici. Donc une habitation qui est semi-troglodytique, façade à l'extérieur, mais après on rentre sous la roche. Nous, on va continuer la route des vins pour s'arrêter chez un viticulteur, c'est Monsieur Renard. Monsieur Renard. Merci Philippe. Je vous en prie. Nous sommes aux Trois-Moutiers tout au long de la semaine et nous y serons également demain soir en avant-concert de Liane Folly pour les heures vagabondes. En attendant l'ambiance électrique de cette soirée demain aux Trois-Moutiers, on remonte le temps avec vous Jean-Michel Piquet. On est sur la route du vin et on va rencontrer l'un des viticulteurs qui fait vivre cette route, Lionel Renard, bonjour.
Et bonjour à vous. On va, grâce à vous, découvrir une ferme en fait troglodytique qui date du XIe siècle, c'est ça, Lionel? On me l'a estimé, oui, autour du XIe siècle, oui. Donc on pénètre dans une galerie. Ouais. Une galerie dans laquelle vont être réparties différentes caves. Alors attendez, parce que là, cette pièce qu'on a devant nous, alors c'est quoi? C'est la cave Admerey ou pas? Donc c'est ce qu'on appelle la cave Admerey. Donc c'est là où on dormait, c'est là où les gens vivaient. Ouais. Donc une cheminée. Oui. Donc le but de la cheminée était de réchauffer l'atmosphère et également d'assécher cet air ambiant qui est très humide. Et alors j'aimerais qu'on aille derrière, qu'on sorte de cette pièce et que vous puissiez nous raconter, parce qu'en fait au XIe siècle, dans ces caves Admerey, on pouvait vivre en totale autonomie, et là vous allez nous dire pourquoi. Eh bien tout simplement parce qu'il est dans... Alors j'allume la lampe quand même, parce que là il commence à faire sombre. Ah oui. Voilà. Donc ici, une première cave que l'on devine à peine, qui servait de grenier où on stockait du fourrage pour les animaux qui étaient entre guillemets parqués. Enfin, le terme parqué est pas bon, mais dans une autre cave. Voilà. Alors là, on s'enfonce en fait. Oui. On s'est enfoncé d'une vingtaine de mètres sous la terre. Voilà. Donc on devine ce qu'on appelle nous localement une mangeoire. Ouais. Où les animaux, donc en l'occurrence des chevaux, pouvaient s'alimenter, quoi, hein, tout simplement. Donc, on a vu donc dans un premier temps la cave d'habitation, donc la cave Admerey. Ouais. Ensuite, la cave qui servait de grenier pour l'alimentation des animaux. Donc ensuite, pour l'alimentation en eau des personnes qui vivaient là, il y avait le puits. Le puits, tout simplement. Voilà. On n'était pas obligé de sortir de la cave. Qui fait la bagatelle d'une trentaine de mètres de profondeur. Tout de même. Et ensuite une autre cave qui servait de cave à vin. Ce qu'on appelle cave à vin, la vinification, le stockage du vin. Et juste derrière, il y a un emplacement pour le cochon, à qui on faisait la fête. Voilà. Pour se régaler. Exactement. Et passer l'hiver. Donc les gens vivaient en totale autarcie dans ces caves-là. Merci Lionel de nous avoir fait découvrir donc un pan de l'histoire de France, hein, et on peut venir découvrir ça, voilà, hein, si on s'arrête pour acheter du vin chez vous, avec gentillesse vous pourrez nous montrer cela. Oui, sans souci. Oui. Lionel Renard donc. Et même boire un coup. Ah mais c'est gentil. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Hein. Ah, je ne savais pas. Donc à Montbrier, Lionel Renard. Merci. Michel Piquet, vous faites un petit détour ce matin vers Ternay à la rencontre d'un passionné. On retrouve Patrick Lemaire, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici au jardin du Tilleul. En fait, c'est un musée du jardinage en quelque sorte. Vous êtes un passionné, quoi. Ah, complètement. Moi, le jardin, c'est ma passion totale, 100%. Il y a le jardin et il y a le musée. Il y a quelque chose qui m'a frappé dans l'espace muséographique. C'est les couvertures, par exemple, des anciens numéros de Rustica au dessin. C'était pas des photos. Oui, ça c'est les années 1940-1950 des Rustica, c'est vraiment les plus belles couvertures de ce magazine, parce qu'après on passe aux photos effectivement, et c'était des dessins colorés, et elles sont magnifiques, on a des fruits dessus qu'on a envie de manger, quoi. D'ailleurs, si il vous arrive de vider une maison, un grenier, si vous sentez qu'il y a des vieux magazines ou des vieux documents, ça peut vous intéresser, Jacques. Hein. Surtout ça, oui. Au secours. Si vous videz une maison avec les anciens, si vous trouvez de la documentation sur le jardinage, quoi que ce soit, contactez-moi, s'il vous plaît, c'est du patrimoine qui disparaît à chaque fois qu'on vide une maison. Alors, vous vous situez où qu'on puisse vous trouver facilement ? On se trouve à Ternay, dans le haut de la Vienne, tout en haut. À côté des Trois-Moutiers, en fait. Hein, à côté on est vraiment, des Trois-Moutiers, oui. Voilà, on est à moins de 10 minutes. Vous regardez sur Internet, www.jardin du Tilleul, vous trouvez, ou musée du jardinage, les deux sont valables, et vous me contactez. Et puis ensuite, on se balade, alors, dans ce jardin, il y a plusieurs univers. Vraiment, moi, ça me donne envie de prendre un livre, et puis on peut se balader d'univers en univers sur toute une semaine dans votre jardin, on sera toujours dépaysé. Il y a des chances. Il y a toujours quelque chose à voir. Oui, il y a de temps en temps des arbres japonais, on va retrouver des trucs exotiques, on va retrouver des trucs typiquement poitevin. Oui, par exemple, comme les amandiers ou les cornouillers. Comment ça, les amandiers ? C'est poitevin, les amandiers ? L'amande a été cultivée principalement dans la région loudunaise depuis des siècles, oui. Oui, c'était une culture régionale, aussi bizarre que ça puisse paraître, grâce au climat qui est presque le climat angevin qu'on retrouve jusque cette partie de Loudun. Donc il y avait le climat et il y avait le sol aussi, parce que l'amandier a besoin de terre calcaire forte pour pousser, il se sent bien que sur cette terre.